C'est Luc Terlink, qui est Innovation Business Model Transformation at Decathlon, qui va nous expliquer comment Decathlon a imaginé un nouveau service à la Netflix en analysant la data de 70 familles. Merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous parler du projet. Je suis rentré chez Decathlon il y a environ 2 ans et demi, dans une fonction, comme Geneviève le disait, innovation, diversification, nouveau business model. Et dans cette fonction, j'ai eu ce que je qualifie toujours d'une énorme révélation. En fait, je suis quelqu'un de très, très mesuré, en fait. Une énorme claque. Et quelle est cette révélation? C'est probablement très évident pour ceux parmi vous qui se sont un petit peu intéressés à l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité, mais moi, ce n'était pas mon cas jusqu'à cette date-là. C'était qu'en entrant dans un modèle où on va permettre à nos clients d'utiliser nos produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on rentre dans un modèle qui est super vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, Decathlon, la planète. Pourquoi? Parce que plus on va conceptualiser, fabriquer et mettre à disposition, louer quelque part, des produits de plus en plus durables, plus on va pouvoir les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc la rentabilité par produit peut augmenter par rapport à une vente. Et ces gains de rentabilité, on peut les partager avec les clients en réduisant les prix et ou en intégrant des services, mais aussi avec la chaîne en amont, les marques, pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, l'énorme claque pour moi, mesurée, c'était que dans un modèle où on passe de la propriété à l'usage, plus les produits sont de qualité, plus les prix peuvent diminuer en mettant une pression positive sur la chaîne en amont, les marques encore une fois, au niveau écologique et au niveau social. Alors comme je le disais, c'est probablement, enfin c'est évident pour quiconque s'est un petit peu intéressé à l'économie d'usage, de l'économie de la fonctionnalité. Ce qui est beaucoup moins évident, même pour ceux qui s'y sont intéressés, c'est de trouver des modèles impactants sur ce sujet. Et donc, on s'est mis en mouvement sur un modèle qui se voulait très ambitieux, parce que c'est là qu'on allait trouver le plus de potentiel d'impact. C'était de proposer un abonnement à nos clients qui allait leur permettre de tout utiliser. Vous payez quelques dizaines d'euros par mois, comme les disait Geneviève, un modèle à Netflix, Spotify, quelques dizaines, et le bar est ouvert. On a fait une petite étude de marché quand même pour voir s'il y avait un intérêt pour ce genre de formule. Il y a une étude plus récente qui a été menée en France par Decathlon France. Il y a 9% des Français qui seraient attirés par les modèles d'abonnement pour le matériel sportif. On a obtenu un petit budget belge qui nous a permis d'accueillir 70 clients à qui on a proposé 3 formules d'abonnement. Un abonnement à 20 euros par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 40 pour un plafond de 1000, un abonnement à 80 pour un plafond de 2000. C'est quoi les plafonds? C'est la valeur maximale des produits dont le client peut disposer au même moment chez lui. J'ai pour 950 balles de matériel chez moi, vélo, raquette ou autre, je vais faire du kite ce week-end, la planche de kite coûte 120, je vais 120 plus 950, je vais dépasser mon plafond, je peux pas, je dois rapporter du matériel pour prendre le kite, quitte à ramener le kite après mon utilisation et prendre d'autres matériels. Et on a adressé ces formules plus particulièrement en famille. Pourquoi les familles? Il y a des enfants. Les enfants veulent régulièrement découvrir, pratiquer de nouveaux sports. Les enfants grandissent, ils doivent changer régulièrement d'équipement parce qu'ils grandissent ou parce qu'ils évoluent techniquement dans leur sport. Et les familles pratiquent ponctuellement des activités sportives ensemble, comme le kayak, la randonnée, le ski et autres. Et donc on s'est mis en mouvement avec un seul objectif, capter des données. Ne nous demandez pas comment on fera quand, on trouvera des réponses éventuellement quand on y sera confronté. Ne nous parlez pas de rentabilité aujourd'hui, on va juste capter des données. On a capté des données et après à peine 4 mois de tests, en structurant ces données, notamment en les intégrant dans un business plan, parce que c'était ça la première étape, c'était de démontrer qu'il y avait un modèle potentiellement rentable derrière. On a vu la lumière en fait, et une lumière plutôt éclatante, plutôt rayonnante. Je peux vous partager quelques infos. La première, la plus enthousiasmante, c'est qu'on a pu mesurer que les résultats financiers sont complètement corrélés à la poursuite du sens. Comment ce sens se décrit dans notre business plan? Un, c'est l'allongement de la durée de vie des produits. Et on a pu mesurer qu'une réduction de 5% des besoins en renouvellement du stock, qui n'est que l'autre phase de l'allongement de la durée de vie des produits, c'est 8 à 12% de gain d'EBIT. C'est colossal. Le deuxième point qui a le plus d'impact sur les résultats financiers, c'est le taux de réutilisation. Faire en sorte que les clients, quand ils viennent chercher un produit, ils utilisent un produit qui est déjà dans le stock, qui a déjà été utilisé plutôt que sortir un neuf. Et là aussi, on a pu mesurer ça assez précisément. Une augmentation de 5% du taux de réutilisation, c'est en moyenne un impact de 4% de gain d'EBIT
à nouveau, corrélé évidemment à la réduction des besoins d'investissement en stock. Et le troisième élément qui a le plus d'impact sur les résultats financiers, c'est les coûts de reconditionnement, nettoyage, entretien et autres. Et dans notre modèle, on demande aux clients de gérer les produits en bon père de famille. Si vous les ramenez nettoyer et ou réparer. Sinon, on le fait nous, mais c'est à votre charge. Et on pense que les clients ont accepté, on leur a demandé, ont accepté de prendre ça à leur charge. Pourquoi? Parce que l'offre est suffisamment attractive que pour le justifier. Donc voilà, c'est évidemment la baisse des émissions CO2 est complètement corrélée à l'augmentation des résultats financiers. Vous pouvez imaginer comme c'est très fédérateur comme projet. Alors, on a également mesuré les impacts en particulier pour les clients. Les clients dans ce modèle-là, s'ils ont payé 100 € d'abonnement, ils ont utilisé pour presque 600 € de matériel. Donc, ça leur a coûté 6 fois moins cher ce modèle-là plutôt que l'achat. Et ils ont fréquenté autant de sports, autant d'univers en 6 mois qu'en 12 mois quand ils achetaient le matériel avant Covid. On a pu tracer 42 cartes clients en fait sur les 70 clients. Les impacts pour Decathlon, c'est colossal. On a potentiellement un modèle qui est 3 à 10 fois plus profitable que le modèle actuel. C'est juste énorme. Je précise qu'on n'est absolument pas à la recherche d'un modèle plus profitable chez Decathlon. On cherche un modèle plus soutenable. Mais ce qui est merveilleux dans ces gains potentiels de profitabilité, c'est qu'on va donc pouvoir rendre ce modèle attractif par les prix. Ces gains de rentabilité, on va pouvoir les partager avec les clients en réduisant les prix, en augmentant les plafonds, en intégrant des services. Il y a un tas d'opportunités qui s'ouvrent à nous. C'est évidemment un changement de paradigme colossal pour une boîte comme Decathlon. Ça bouscule tout. Les process, les KPI, les mandats, parfois l'objet social même. Ça rend le projet particulièrement complexe, mais l'approche est systémique. Elle met absolument tout le monde en mouvement, de la conceptualisation au retail, en passant par tous les sports, toutes les marques, le digital, la logistique, absolument tout le monde. Et il fédère énormément il fédère la majorité de ceux qui sont au courant du projet aujourd'hui. Le projet qui a démarré en Belgique, ensuite je vais répondre à vos questions. Aujourd'hui, il est porté et accompagné par le groupe dans le cadre d'un potentiel déploiement dans le groupe, mais on va rentrer dans une deuxième phase là où on va un petit peu stretcher les nouveaux outils, les nouveaux process et les données qu'on a pu capter sur 70 clients. On va les stretcher sur 2000 dans les prochains mois pour ensuite un éventuel déploiement dans le groupe. Donc, on en arrive aux questions. Merci. Moi, j'en ai une pour commencer. Vous dites, l'objectif, c'est pas de faire du profit, mais de redistribuer le profit. Mais Decathlon, c'est pas une ONG, je comprends pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne cherche pas un modèle plus profitable que celui aujourd'hui. Decathlon est une entreprise qui fonctionne et qui a une rentabilité qui satisfait largement les actionnaires. On ne cherche pas un modèle plus profitable que celui aujourd'hui. Allez-y. Attends, il y a une question déjà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous allez inclure à part élargir de 70 à 2000 familles? Oui, on va commencer, si je réponds à votre question, on va commencer à intégrer des services dans l'offre. En fait, la vision, c'est d'un jour pouvoir proposer un abonnement qui vous permette d'intégrer toutes vos pratiques sportives. L'accès dans les infrastructures, le coaching, etc., etc. Et on va commencer à mettre une première couche de services dans cette deuxième phase. Oui, Dove. Oui. Quelle est la typologie des produits qui sont loués? Est-ce que le top 3? Le top 3 le top 3 de la typologie des produits loués. De mémoire, parce que je suis pas trop dans l'opérationnel en fait. Moi, c'est pas ma zone de confort et de compétence. Les vélos, les produits d'investissement, les vélos, le matériel de fitness et les produits très saisonniers comme les kayaks, les tentes et autres. Mais il y avait du textile aussi dans les produits utilisés. Ah si. Est-ce que ça augmente la fréquence de visite dans les magasins et la consommation d'autres produits? Oui. En fait, je vais pouvoir les répondre produits à moitié à la achetés et question. non loués. Ils viennent en moyenne 4 fois par an dans ce modèle-là. Je pense que c'est un peu inférieur dans le modèle linéaire.
Et ce qu'on a constaté, c'est que le chiffre d'affaires par client, les 42 clients qu'on a pu tracer, a presque été multiplié par 2. Et la contribution au résultat par client a été multipliée par 8 à 13. Énorme. Une autre question, sinon on enchaîne vers le keynote de clôture, qui est tout à fait d'ailleurs cohérent. Merci beaucoup, on l'applaudit.